La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de WatchGuard NDR. Donc, dont le but principal est de voir les risques, arrêter les menaces et prouver la conformité par rapport à des normes ou des standards. On en parlera un petit peu ça tout au long de la présentation. Alors, je suis Alexandre Arnaud, donc avant-vente chez WatchGuard, et je suis accompagné de Jérémy, qui est également avant-vente, que tout le monde connaît, le grand Jérémy. Donc, je vais dérouler la présentation. Il y aura une petite démo aussi de ce que permet de faire le NDR. Je vous montrerai également ce qu'on peut tirer des rapports et comment les interpréter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la petite fenêtre questions qui est là pour ça. Et puis, on tentera d'y répondre. Alors, je pense que Jérémy répondra au fil de l'eau. Et après, s'il y a des choses plus spécifiques ou autres, on en discutera à la fin. Alors, je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte. Je vais attendre quelques instants pour que tout le monde arrive. Et puis on va lancer d'ici une minute. Pour ceux qui nous rejoignent encore, bienvenue. Je répète, comme il y a du monde qui est en train de se connecter, on patiente quelques instants et puis après on va lancer la présentation, le webinaire. On dit tant pis pour les retardateurs. Ouais, et puis Pour les j'allais dire, il faudrait retardataires. presque mettre une petite musique d'attente comme dans les ascenseurs, ça pourrait être C'est sympa. ça. Qu'on réfléchisse à ça. Bon, effectivement, ça se calme un petit peu là sur les personnes qui se connectent. Donc, on va y aller. Alors, hop là, je voulais enlever ça. Je ne l'ai pas enlevé, c'est pas grave. Donc, le NDR, qu'est-ce que c'est? Donc, l'acronyme signifie Network Detection and Response. Et en fait, selon Wikipédia, une fois n'est pas coutume, on va reprendre la définition. Donc, Wikipédia nous dit que le NDR est une catégorie de produits de sécurité réseau qui détecte les comportements anormaux du système en analysant en permanence le trafic réseau. Ces solutions donc, font de l'analyse comportementale pour inspecter les paquets réseau bruts et les métadonnées des communications réseau internes, donc le trafic est-ouest, et externe, le trafic qu'on va appeler trafic nord-sud. Ça, c'est pour la définition générique, on va dire. Sachez que le NDR by WatchGuard s'appelle ThreatSync plus NDR. Alors, certains diront ça fait encore un truc en DR après l'XDR, le MDR, etc. Mais malgré tout, c'est des technologies, alors, on va le voir un peu plus loin dans la présentation, mais qui sont aujourd'hui assez indispensables si on veut faire de la sécurité correctement. Donc, l'idée de la solution, telle qu'on la propose chez WatchGuard, effectivement, on n'invente rien, dans le sens où ça reste une solution de cybersécurité. WatchGuard étant un éditeur de cybersécurité pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et l'objectif du coup du NDR, comme on l'a vu sur la définition juste avant, ça va être de surveiller l'activité réseau, mais surtout de mettre en avant et de déceler de potentielles cyberattaques ou des activités de hackers sur le réseau. Par rapport à ça, il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, toutes les attaques, quelles qu'elles soient, ont le même support, à savoir le réseau. C'est-à-dire qu'un hacker va rentrer sur un système d'information par le biais d'une connexion réseau, donc un VPN, exploitation de failles sur une machine ou autre. Tout ce qui va être déplacements latéraux, etc., va se faire également en s'appuyant sur le réseau. La phase de découverte va se faire via du scan de ports sur le réseau pour essayer de détecter un petit peu les services qui sont exposés et tenter d'exploiter des failles par la suite. La partie exfiltration de données, pareil, s'appuie sur le réseau. Donc, c'est vraiment un élément qu'il est indispensable de surveiller. Et comme l'a dit un client sur un salon il n'y a pas très longtemps, où on avait parlé un petit peu du NDR, il disait, je comprends même pas en fait que ça ne soit pas une technologie, donc le NDR, qui soit mise en place, on va dire, dans les premiers niveaux de la sécurité d'un système d'information. Pour lui, c'était quelque chose qu'il attendait en tout cas avec impatience. Et c'est vrai, comme je viens de le dire, comme toutes les attaques cyber s'appuient on pour support le réseau, c'est un élément très important à surveiller. Donc,
Le NDR va tirer parti de différents éléments. Alors, il y a de l'intelligence artificielle, c'est à la mode, mais on verra que ça a vraiment du sens ici. Ça permet de traiter de manière automatique pas mal de choses. Il y a un mécanisme de machine learning qui va permettre justement d'analyser ce qui se passe sur un système d'information et une analyse comportementale, pareil, pour tenter de détecter en tout cas des comportements qui peuvent être malicieux au sein du réseau. Et pour ça, donc en faisant ça, pardon, en s'appuyant sur ces différents mécanismes, le NDR va permettre d'identifier les menaces potentielles. Donc j'en ai parlé à l'instant, hein, des déplacements latéraux, les tunnels, les NS qui peuvent permettre de faire du command and control sur des machines en interne. Tout ce qui va être scan rapide et lent, il faut savoir que les hackers, encore une fois, s'adaptent constamment aux mécanismes de protection qu'on met en place. Et du coup, peuvent faire des scans rapides ou des scans lents en se disant ça va être moins détecté si je fais une requête de temps en temps pour scanner le réseau, par exemple. Mais ça, la solution va être capable de le repérer également. Et aussi et surtout, l'exfiltration de données. Alors, je n'ai pas mis dans les slides là, je ne sais pas si vous avez en tête la matrice du Mitre. On va en parler juste après, assez rapidement. Mais en gros, dans les différentes étapes, effectivement, plus on se rapproche de l'impact, qui va être le chiffrement, etc., on va dire dans les différentes familles qu'il y a dans le Mitre, avant l'impact, justement, le chiffrement, il y a toute cette partie d'exfiltration de données, etc., qui va permettre aux hackers de mettre la pression sur leurs victimes ensuite pour la demande de rançon. Et donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut détecter facilement, vous le verrez, grâce à la partie Threat plus MDR. Donc notre solution, une fois n'est pas coutume, est full cloud, d'accord, cloud native. L'avantage qu'on va retrouver là-dedans, via ce mécanisme, c'est que la mise en place est extrêmement simple. Il n'y a pas de sonde à déployer sur les environnements, etc. On en parlera un petit peu plus loin. Et du coup, forcément, ça limite le total cost of ownership, qui est le coût de maintien et de mise en place de la solution. On dispose également d'une technologie d'intelligence artificielle avancée qui va permettre justement d'analyser en temps réel des millions d'échanges, encore une fois, tout ce qui se passe sur le réseau. Et de cette analyse va permettre de définir en fait des tendances d'usage normal pour un système d'information et de détecter du coup plus facilement tout ce qui va être tentative de découverte du réseau par un hacker. Donc toutes les activités liées à un hacker vont être mise en avant par cette IA. Ça donne de la visibilité sur les risques. Comme je le disais tout à l'heure, toute attaque informatique s'appuie sur le réseau. Et le fait d'avoir cette visibilité, on vous en a parlé quand on parlait de l'XDR, de l'EDR, vraiment ce qui est un élément clé pour faire de la cybersécurité aujourd'hui, c'est la visibilité. Et donc le module, donc le produit Threat Plus NDR permet d'apporter cette visibilité sur l'environnement d'un point de vue réseau. On va pouvoir faire donc de la détection, forcément, de menaces. Alors j'ai mis la rémédiation et l'automatiser des menaces en plus petit. On va en parler un petit peu après. C'est un point qui n'est pas disponible aujourd'hui, qui viendra par la suite. Mais au moins, on a cette capacité de détection. Et après, ce qui peut être intéressant également, c'est qu'on a des mécanismes qui vont permettre de surveiller en continu en fait, la conformité vis-à-vis de certaines normes. Par exemple, si vous avez des clients ou s'il y a des clients aussi dans l'assemblée, que vous êtes soumis à la norme ISO 27001, DORA ou que sais-je, en fait, la solution va permettre de vous dire en temps réel si vous êtes conforme d'un point de vue technologique, on va dire réseau, à ces normes-là. Et on peut faire des extractions de rapports ensuite pour dire à quel moment est-ce qu'on a pu être conforme. Et ça permet d'avoir une aide aussi pour la rémédiation et la remise en conformité, si jamais cette conformité venait à sauter. Donc ça, c'est les points clés de la solution. On va avancer un petit peu, on va venir sur le fonctionnement plus précis et ce qu'on peut faire avec. Je reviens ici sur des deux points dont on a parlé au début, à savoir Threat plus NDR. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça fait donc une analyse continue des flux réseau. Donc on va avoir le trafic nord-sud. En gros, c'est toutes les entrées et sorties qu'il va y avoir sur votre réseau, d'accord, entre l'intérieur du système d'information et l'extérieur.
Et on va avoir également la possibilité de faire une analyse du trafic est-ouest, qui pour le coup va être tout ce qui se fait alors en niveau 2, on va dire, et sur les réseaux internes du système d'information, réseaux qui sont routés et qui ne passent pas forcément par le firewall. Donc ça permet vraiment d'avoir on parlait visibilité tout à l'heure, donc une visibilité étendue et très précise de ce qui se passe sur le système d'information. Et donc forcément, ça va permettre de détecter beaucoup plus facilement des comportements malicieux. Point intéressant de la solution, c'est que ça donne une visibilité, on va dire assez facilement, d'absolument tout ce qui se trouve sur le réseau. C'est-à-dire que ce soit donc des PC, des serveurs, des imprimantes, des objets connectés ou autres, il n'y a pas d'agents à déployer sur ces machines-là. On s'appuie vraiment sur la télémétrie et sur les échanges réseau que vont faire ces différents équipements pour derrière faire une analyse et faire de la détection. Donc, c'est un gros avantage, très simple à déployer. Ça va permettre du coup d'identifier et de classer tous les devices qui se trouvent sur le système d'information. On verra qu'il est important de les taguer dans le sens où en fait on peut appliquer un label à un device, c'est ce qui va permettre de mettre en place au niveau de l'IA des surveillances supplémentaires de manière automatique. Et derrière, ça peut avoir aussi un intérêt sur la surveillance et le fait de signaler en fait tous les appareils malveillants qui seraient branchés sur le réseau et qui ne seraient pas forcément désirés, et aussi mise en avant de tout ce qui va avoir attrait au Shadow IT. Je parlais du Mitre tout à l'heure. Encore une fois, toutes les solutions de sécurité aujourd'hui permettent justement de détecter certains types d'attaques liées au Mitre. Donc là, encore une fois, le NDR rentre aussi dans ce contexte-là. D'accord, tout ce qui va être exfiltration de données, on en a parlé, mouvements latéraux, command and control, etc. C'est des choses qui sont liées au Mitre et que la solution va mettre en avant relativement facilement. Au niveau du fonctionnement de la solution, je le disais tout à l'heure, c'est encore de l'intelligence artificielle. L'intérêt qu'on va avoir ici, en fait, c'est que d'un point de vue trafic réseau, il se passe énormément de choses sur un système d'information. Donc forcément, faire ce tri à la main, c'est impossible. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un mécanisme d'intelligence artificielle qui va être capable de collecter cette télémétrie et par différents mécanismes, en fait, de tracer et d'affiner en fait les niveaux de détection. Je m'explique ici. Si on prend un environnement, donc la petite colonne de gauche là, on prend un environnement où on a 5000 adresses IP d'accord, internes détectées sur une semaine. Ça représente environ 40 millions de flux réseau en tout genre. D'accord. Et ce que va permettre la solution, en fait, c'est de justement ces informations, de les trier en affinant au fil des analyses et pour au final arriver avec juste des éléments sur lesquels il faut qu'on fasse des éléments auxquels il faut qu'on fasse attention, que vous fassiez attention en tant qu'administrateur de la solution, parce que ça sont des éléments qui vont représenter un risque de sécurité. Donc en gros, avec les différentes couches qu'on a au niveau de la fonction ici et de la pile, on va pouvoir réduire donc fois 31 000 ces 40 millions de flux qu'on avait. Donc ça nous ramène à 1,3 million d'événements. Le reste des analyses permet d'arriver à 367 comportements qui peuvent être suspicieux ou non. Mais du coup, la partie corrélation, analyse comportementale, etc., va permettre encore d'affiner ces 367 comportements pour mettre en avant juste 35 smart alerts. Alors, je vais détailler ça un petit peu plus loin dans la démo. Et de ces smart alerts, on va dire que sur une semaine, ça représente 5 alertes par jour. Donc, l'IA fait vraiment ce travail de tri, d'accord, de corrélation, de prendre en compte le contexte global du système d'information pour déterminer si un événement est malicieux ou non. Et on verra après sur la console d'administration, en fait, on a forcément, vous avez la possibilité en tant qu'admin de définir ou d'affiner certaines choses. On va en parler juste après. Donc ça, c'est très important. C'est un élément qui est différenciant parce que l'IA est relativement efficace et puissante et donc permet, encore une fois, comme je le disais, de se focuser vraiment sur les éléments importants. Je me permets d'intervenir juste une seconde. Il y a une notion importante là-dedans qui est pas forcément toujours très claire pour tout le monde, c'est que la notion de détection, elle est liée à elle peut être liée à des événements uniques,
un attaquant, une machine fait une communication sur tel port qu'on guette et qu'on aurait voulu bloquer dans un firewall, mais il n'y a pas de firewall au milieu du réseau. C'est aussi la détection d'une multiplicité d'événements dans le temps. C'est-à-dire que dans cet exemple sur une semaine, voir une communication SMB V1 par exemple occasionnelle, c'est pas forcément un problème. La voir se répéter une fois par jour de façon cyclique, etc. C'est ça qui pourrait permettre de déclencher éventuellement une alerte parce que ça correspondrait à une méthodologie d'attaque, un IOA, etc., etc. Donc vraiment cette notion de temps, d'échelle temporelle, elle est très importante. Pardon. Je t'en prie. Hop là, au niveau des cas d'usage, par rapport à la solution, en fait, ils sont assez multiples dans le sens où on l'a dit, je le répète, hein, mais ça permet de donner vraiment une visibilité des risques. Donc, ça permet de réduire forcément la surface d'attaque. On le verra dans les rapports. En fait, il y a des notions d'objectifs de sécurité qui sont intéressants. Ça permet d'avoir une ligne directrice à laquelle il va falloir se tenir pour durcir au final le système d'information. Ça met en avant aussi tous les comportements qui ne sont pas compatibles avec une cyberhygiène saine, on va dire, des devices qui ne sont pas désirés sur le réseau, des connexions vers des destinations qu'on ne souhaite pas forcément. Ça donne un rapport de risque sur les menaces. Donc, pareil, les rapports, ça permet vraiment, comme je le disais, d'avoir un état de ce qui se passe et de pouvoir suivre des évolutions de la posture de sécurité au fil du temps. Ça peut permettre aussi de faire la détection de menaces, hein, la visibilité des risques induit aussi la détection de menaces. Donc ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus en détail sur la démo tout à l'heure. Ça peut permettre de répondre à des assurances cyber aussi. Quand on souscrit à une assurance cyber aujourd'hui, les assureurs demandent un certain nombre de choses d'un point de vue hygiène cyber, comment est-ce que vous gérez la sécurité sur votre système d'information, etc. Donc ça, c'est des rapports qu'on va pouvoir éditer également et qui permettent de fournir des documents à ces organismes-là. Et enfin, ça va permettre aussi de mettre en avant tout ce qui va être les supply chain attacks. L'exemple le plus récent que moi j'ai en tête, en tout cas, c'était 3CX il y a quelques temps. Mais donc, encore une fois, en se basant sur l'analyse réseau, sur les comportements, sur ce qui se passe sur le réseau, on va pouvoir mettre en avant ce type d'attaque également. Au niveau de la solution, alors il y a plusieurs phases dans le produit, dans sa mise en œuvre et au niveau des fonctionnalités qui sont disponibles et qui arriveront par la suite. Le premier niveau, on va dire, c'est le plus simple à mettre en place, c'est la partie analyse du trafic Firebox. Forcément, c'est un produit WatchGuard, donc ça se fait en quelques clics comme vous avez l'habitude. Ce qu'il va falloir, c'est que le Firebox soit rattaché à WatchGuard Cloud, dans un premier temps, qu'il pousse des logs vers WatchGuard Cloud, forcément. Et à partir de là, ThreatSync Plus NDR va récupérer ces logs depuis WatchGuard Cloud, va les compiler, va faire une corrélation des différents événements et va enrichir toutes ces informations, d'accord, en récupérant de base nativement tout le trafic réseau nord-sud. Donc ça se fait en quelques clics. Cette partie collecte de logs est mise en place. Et puis derrière, l'IA va faire son travail forcément de mise en avant et de scoring de certaines menaces pour vous donner de la visibilité sur ce qui se passe. L'autre niveau, donc là, ce premier niveau permet d'avoir, je le répète, essentiellement le trafic nord-sud. Le deuxième niveau qui va être intéressant et qui va donner plus de contexte encore à l'IA, qui va pouvoir l'alimenter encore plus précisément et qui donc permettra de faire des détections encore plus rapides et plus précises, ça va être de récupérer le trafic des switches et des routeurs. Cette partie-là, pour le coup, va s'appuyer sur l'installation d'un collector agent qui va récupérer en fait la télémétrie via du NetFlow, du SFlow, du syslog ou les logs DHCP, d'accord, d'équipements tiers, d'éditeurs tiers. Donc, on le voit ici, on peut s'interfacer avec des firewalls d'autres marques également. Des switches et des routeurs aussi. Et en fait, ça va permettre de donner encore plus de précision parce qu'on va récupérer ce trafic nord-sud, donc ce qui se passe en niveau 2, comme je le disais tout à l'heure, et tout le trafic qui va être routé, mais qui ne passe pas forcément par le firewall. Et le fait d'avoir cette visibilité-là, ça permet de
gagner en précision sur la détection, tout ce qui va être déplacement latéraux, etc. On pourra les voir beaucoup plus facilement. Pareil, je vous montre un petit peu plus loin sur la démo. Ça sera sans doute un peu plus parlant. Et toujours pareil, derrière, Threading plus NDR, donc son boulot, on va dire, dans tout ça, c'est d'ingérer toute cette télémétrie, de la trier, de corréler tous ces différents événements et de mettre en avant uniquement ce qui est important ou ce qui représente un risque réel. D'un point de vue fonctionnement pour le trafic qui va être lié au switch et au routeur, en gros, l'agent va écouter sur le port 2055 et sur le port 514, ce qui va lui permettre de récupérer d'une part les logs des DHCP, serveurs DHCP Windows, et les logs, donc tout ce qui va être NetFlow et SFlow. Donc NetFlow, c'est V5 et V9 qui vont être utilisés, et de pousser ces logs vers WatchGuard Cloud pour que la plateforme derrière et puis l'IA puisse faire son travail. Juste, bon, point important sur la partie configuration, il faut faire attention que la machine qui héberge l'agent, le collector agent, soit bien en IP fixe. Forcément, s'il change d'IP tous les jours, ça va être un peu compliqué de collecter les logs. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Ensuite, derrière, comme je disais, donc l'agent va pousser tout ça vers le cloud pour l'analyse. Au niveau du fonctionnement, donc, les données qui sont collectées et qui sont envoyées à Threading plus NDR dans WatchGuard Cloud vont être analysées par le moteur de politique. Ça va permettre de définir, comme il y a de l'IA en fait qui tourne dessus, il va y avoir une période d'apprentissage, d'accord, qui va permettre de définir des tendances d'activité normale du système d'information. Et ensuite, une fois qu'on a cette image, on va dire ces habitudes d'utilisation et de flux au niveau du réseau, l'IA va pouvoir travailler pour détecter les comportements malicieux. Et donc, tout ce qui va représenter un risque va être calculé via la corrélation des événements et surtout va être noté. Ça permet de savoir en gros où il faut aller creuser dans un premier temps. On va dire tout ce qui représente un risque très élevé, forcément, ce sont des points sur lesquels il va falloir se pencher au plus vite. Et après, ça permet en fait, ce système de notation est évolutif. Je le disais tout à l'heure, la surveillance se fait vraiment de manière continue. Et donc, ça permet d'avoir un suivi de l'évolution de la tendance et surtout de la posture de sécu en se basant sur l'activité réseau. À partir de là, donc, une fois que l'IA a fait son travail, elle va présenter des alertes. Il y a deux types d'alertes, on les verra tout à l'heure, donc des smart alertes et des policy alertes. En gros, les smart alertes, ce sont des alertes qui vont être générées automatiquement via l'IA de par l'analyse comportementale de ce qui se passe sur le réseau. Et les policy alertes, c'est plus des alertes qui vont être mises en place en fonction des besoins et de ce que veut surveiller le client, de ce que vous voulez surveiller chez le client. On en reparle un petit peu plus loin. Mais donc, cette mise en forme de tout ça va permettre de gérer les incidents, d'accord, de faire de l'investigation, d'éditer et de diffuser des rapports justement sur ce qui s'est passé sur des périodes de temps données. Et ça va permettre également de se mettre en conformité par rapport à des normes, donc ISO 27001, NIS 2, etc., etc. Donc là, c'est disponible depuis le mois de juin déjà, la partie récupération des logs des Firebox qui sont rattachés à WatchGuard Cloud. Avec le collector agent, on peut aussi récupérer les informations liées à des équipements d'éditeurs tiers. Donc tout ça, c'est live depuis le mois de juin. Vous pouvez faire des trials sur WatchGuard Cloud, on va en reparler aussi un petit peu après. Sur les choses à venir, une chose importante, donc ça va être la rémédiation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En gros, tout ce qui va être le fait de, OK, j'ai une détection de scan de port, comment est-ce que j'y réponds? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, comme je le disais, à la main, mais d'ici la fin de l'année 2024, c'est des choses qui vont être intégrées à ThreadSync, que vous connaissez sans doute, qui est la plateforme XDR de WatchGuard. Une fois que ce sera intégré à ThreadSync, en fait, on va être capable de répondre automatiquement à certains événements et donc d'apporter cette partie de rémédiation automatique. Ce qui va arriver aussi par la suite, c'est Threading plus NDR SaaS, où on va prendre en compte en fait les environnements SaaS, donc Office 365, tout ce qui va être Azure et AWS Cloud, des informations relatives au VPN, donc d'équipements tiers, Google Workspace. Donc on va être capable de faire une analyse, pareil, qui va se baser sur
l'intelligence artificielle pour vérifier les identités des utilisateurs qui vont se connecter, les habitudes de connexion, s'il y a à des moments donnés, par exemple, de gros échanges de volume de données depuis ces environnements-là, en fait, tout l'IA va calculer tout ça, encore une fois, et va pouvoir mettre en avant certains points qui vont dire, attention, il se passe quelque chose de bizarre sur votre instance AWS via tel utilisateur. Donc, il va falloir se pencher dessus. Donc, ça sont des choses qui arrivent d'ici la fin de l'année. Alors, ne m'en tenez pas rigueur. Si jamais les délais sont pas tenus, mais on a bon espoir que ça arrive d'ici la fin de l'année. Alors, par essence, on est sur Internet, c'est marqué 2024, c'est que c'est vrai. Plus sérieusement, C'est vrai. même si c'est pas J'aurais le pas dû topic mettre du la date. jour, t'aurais pas dû mettre la date, c'était trop risqué. Un élément important, même si c'est pas le sujet du jour, c'est que tous ces services, donc le NDR et le NDR SaaS à venir, rentrent dans WatchGuard Cloud, vont s'interconnecter avec ThreadSync et de facto, ce sont des produits qui vont venir alimenter en télémétrie le service de MDR. Donc, la plupart d'entre vous connaissent, mais donc du coup, le SOC, le Security Operations Center de WatchGuard, les pirates de WatchGuard vont pouvoir protéger les réseaux en live H24, 7/7, 365 jours par an en utilisant aussi ces outils-là et ces télémétries-là. Mais c'est hors sujet. Pardon. Oui, mais ça viendra quand même, comme tu le disais, effectivement, enrichir l'offre MDR. Donc, c'est bon de le préciser. Ensuite, on a une partie, donc ThreadSync plus Compliance Reporting. J'en ai parlé aussi en intro rapidement, mais en gros, ça va permettre d'avoir une surveillance en continu relative à la mise en conformité par rapport à différents standards, donc ISO 27001, NIS 2, etc. Et vous aurez des rapports qui vont permettre de dire si vous êtes conforme ou non par rapport à certains points techniques liés au réseau ou à la l'hygiène, cybersécurité qui sont demandés dans ces normes-là. Pour résumer, donc, alors, hop, je vais juste arrêter mon partage 2 secondes, le temps de lancer. Alors, pendant que tu fais ça, je prends le micro 2 secondes. Il y a quelques questions qui sont intervenues concernant la configuration. On va en parler tout de suite. Et concernant les équipements réseau, notamment parce que sur la slide précédente, il y avait des produits marqués comme compatibles. Oui, de facto, on pourrait récupérer les logs de Firewall nettement moins bien que ceux de WatchGuard, bien entendu. On est tous d'accord là-dessus. De façon à pouvoir faire notamment du contrôle de flux sur du trafic nord-sud, donc du trafic entrant-sortant. Et pour les switches, donc pour faire de la surveillance est-ouest, donc de la surveillance intra-réseau, intra-subnet ou inter-réseau, il faut que pardon, excusez-moi, il faut que le produit soit capable, comme le disait Alex, de supporter Xflow ou Netflow, de façon à ce qu'on puisse collecter non pas les journaux de trafic en fait, mais les événements liés au trafic. Et c'est ça qui va permettre d'alimenter l'IA. On ne clone pas l'intégralité du trafic, fort heureusement. Quid de la pertinence de cette solution avec un firewall de marque que je ne connais pas. Elle est totale et ça va être l'un des objets qu'on va évoquer dans cette démo. L'un des topics du NDR de WatchGuard, c'est notamment de pouvoir assurer une forme de contrôle de conformité du réseau, du trafic et des solutions. Okay, la première vulnérabilité d'un firewall, quelle que soit la marque et quelle que soit la version, c'est d'abord sa mise en œuvre. Si les administrateurs, les opérateurs de sécu n'ont pas administré correctement le firewall, il y a du trafic indu qui va passer, qui ouvrirait le champ des possibles pour un pirate. Donc, la solution, elle est pertinente avec tout type de solution réseau et tout type de solution firewall. Et ça va encore plus vite à faire avec du WatchGuard. C'était l'une des questions, on va en reparler. Pardon Alex, je te laisse la main. Non, je t'en prie. Et puis, enfin, par rapport à ce que tu disais, et à la question effectivement sur l'intérêt de le coupler avec un firewall d'un autre éditeur, en fait, ce qu'il faut aussi garder dans un coin de la tête, c'est que cette partie ThreadSync plus NDR, c'est les prémices de l'Open XDR côté WatchGuard, donc avec cette possibilité d'interconnecter, de récupérer de la télémétrie
au-delà de l'environnement full WatchGuard tel qu'on le connaît sur l'XDR, sur ThreatSync aujourd'hui. Et donc le ThreatSync plus NDR, c'est vraiment l'idée de se dire on s'ouvre à d'autres solutions et derrière, on va pouvoir récupérer cette télémétrie. Parce que le point clé, encore une fois, quand on va faire de la cybersécurité, c'est la visibilité. Donc, plus on a de visibilité au sens large sur ce qui se passe sur le système d'information, forcément, plus on va pouvoir être précis dans les détections et plus on va pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque, parce qu'on a cette vision globale qui permet de faire ça. Donc, j'ai ouvert ma page de démo. Je voulais juste faire un petit résumé sur ce qu'on venait de dire en reprenant cette slide-là. Donc, pour rappel, donc ThreatSync Plus, ça va vraiment permettre de collecter toute la télémétrie réseau nord-sud à partir des firebox, d'accord. Si on veut récupérer la télémétrie est-ouest, donc ce qui se passe au sein du système d'information, le niveau 2, les réseaux routés qui ne passent pas par le firewall et autres, il va falloir installer les agents, les collecteurs, d'accord, qui vont permettre de récupérer ces informations-là. Toutes ces analyses, donc, derrière, toute l'IA tourne dans le cloud. Il n'y a rien à installer on-prem qui va faire du calcul. On a juste le collecteur qui va pousser les logs vers WatchGuard Cloud. D'accord. Et ensuite, WatchGuard Cloud va permettre justement d'examiner en fait les alertes et tout ce que l'intelligence artificielle va avoir détecté, d'enquêter sur les menaces, de générer les rapports. Et surtout, WatchGuard Cloud va permettre derrière en fait, d'affiner et d'aiguiller l'intelligence artificielle parce que des événements qui se passent sur un système d'information A représentent peut-être un risque, alors que sur un système d'information B, parce que c'est maîtrisé ou parce qu'il y a un besoin spécifique, ça ne représentera pas de risque. Donc on peut affiner cette intelligence artificielle et l'aider en fait à être précis sur ce qui représente une menace dans un environnement donné ou non. Donc, on va le voir sur la démo. Donc, comme je le disais, ça se passe sur WatchGuard Cloud, d'accord. Donc en gros, si je me connecte sur une instance, je suis sur une instance de type client, j'ai pas la vue service provider que vous connaissez sans doute. Mais en gros, quand je vais me connecter sur WatchGuard Cloud, donc je vais déjà avoir quelques informations ici au niveau du dashboard, donc sur le statut de ThreatSync plus NDR, mon threat score lié, donc la notation, la note qui est attribuée à l'hygiène, on va dire, de mon réseau pour le client donné. On va avoir des alertes, etc. La partie monitoring, donc ça se fait dans Monitor, ThreatSync plus NDR, tout ça vous connaissez, c'est classique, j'ai envie de dire, côté WatchGuard. Une fois que je suis donc sur la partie monitoring de ThreatSync plus, en fait, on arrive sur le tableau de bord. Sur ce tableau de bord, on va pouvoir obtenir une vue d'ensemble du réseau et on va pouvoir ensuite explorer en détail plusieurs choses intéressantes, donc des alertes, etc., que le NDR va détecter. Aujourd'hui, on va se focuser sur quelques points. On va regarder la partie donc threat scoring qu'on a ici. On va se pencher sur les smart alerts, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. On va également aller faire un petit tour dans les policiers alertes. Et après, on va regarder la partie Discover qui est hyper importante aussi dans le fonctionnement du NDR, parce qu'ici, en attribuant des rôles à certains devices, etc., on va pouvoir indiquer à l'IA où, en gros, il faut qu'elle applique certaines règles de surveillance. Donc, la partie Threat Landscape, Network Threat Landscape sur laquelle on est ici, ça donne score de menace actuelle du réseau, d'accord, et ça va permettre d'explorer les sous-réseaux de l'organisation. Okay, donc j'ai différents sous-réseaux qui sont détectés et par sous-réseau, je vais avoir un score de menace qui va être donné par la solution. On va pouvoir également explorer des zones, d'accord, et on va aussi pouvoir explorer ce qui se passe d'un point de vue device. Ici, je vois que j'ai une machine, donc un serveur de base de données qui a un score assez élevé, un threat score de 74. Il a été défini dans la partie Discover ici comme ayant une importance très élevée parce que c'est un serveur de base de données et que donc pour le client sur lequel on se trouve,
il y a peut-être des données vitales dedans, donc c'est quelque chose qui est très très sensible et sur lequel il faut faire très attention. Donc je vais aller, en fait, en cliquant ici, on va faire un zoom en gros sur ce device-là, d'accord? Donc il a un rôle de base de données SQL, on a son adresse IP, et on va surtout s'intéresser ici aux différents événements liés à à la sécurité, d'accord? Donc il y a 2 smart alerts ici qui ont été mises en avant pour cet équipement-là, et une alerte liée à de la politique. Il y a des comportements suspicieux. Donc sur la période donnée, je suis sur les 7 derniers jours, d'accord, on a 9000 événements réseau, on va dire, qui ont eu lieu sur cette machine. Et il y a eu pas mal de trafic échangé à partir de cette machine-là. Si on se penche sur les smart alerts, on va voir ici que j'en ai 2. Donc, il y a une très forte probabilité pour que ce soit des comportements suspicieux. Et ici, on voit que en fait, l'acteur majeur, donc on a le type d'alerte, d'accord. Donc ici, c'est du suspicious tunneling, donc suspicion de tunneling avec de l'exfiltration de données. Et ici, on a une suspicion de tunneling avec un scan de port, d'accord. Ici, on a des informations sur quelle est la source de cette smart alert, d'accord. Donc ici, on voit que c'est visiblement une imprimante, d'accord, qui est à l'origine de ça. Et ici, on voit que c'est le serveur SciGlass qui est considéré comme étant l'acteur majeur, d'accord, pour cette tentative de tunneling et surtout cette partie exfiltration de données. Si je clique sur l'élément, on va voir, bon, pareil, on fait un zoom, un focus, d'accord. Donc on descend un peu plus dans l'alerte. Donc, on a des indications sur qu'est-ce que le suspicious tunneling. Donc, on nous dit ici que ça peut indiquer qu'il y a des actions de command and control qui ont été faites vers la machine et qu'on a aussi potentiellement une tentative de vol de données. Ça, c'est lié à la partie exfiltration de données. Si je descends un petit peu dans le résumé ici de l'alerte, d'accord, donc je vais avoir l'adresse IP, donc c'est la SciGlass Database qui a fait l'exfiltration de données. Il y a eu un gros volume de transfert vers un site box.com, qui est bien connu des hackers au passage. Donc, ça représente un risque. Et on a une suspicion de DNS tunneling. En fait, les hackers utilisent les protocoles, enfin les ports du DNS pour faire du command and control sur certaines machines. Et ici, on voit que on a donc des informations, pareil, qui sont arrivées ou qui sont parties depuis cette machine-là via du DNS tunneling. Si je fais un focus sur la partie liée à l'exfiltration de données, d'accord, ça va donner plus d'informations. Donc, on voit qu'il y a du box.com, qu'il y a eu 156 mégas de données qui ont été exfiltrées. On peut avoir plus d'éléments sur l'alerte en question. D'accord. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a eu comme échange, vers quel site, etc., depuis quelle machine. Donc, ça donne des. Là, on est sur la partie vraiment corrélation où on consolide l'information. S'il y a plusieurs équipements qui entrent en jeu dans l'alerte, on va voir apparaître tous les équipements qui entrent en jeu là-dedans. Donc la volumétrie de données qui a été échangée. Et pareil, sur la partie suspicious DNS tunneling, on va avoir des informations, en gros, ici, vers quelle machine, d'accord, avec quelle machine il y a eu des échanges suspicieux qui s'appuyaient sur les ports liés au DNS. Donc, on voit ici qu'on a notre printer, high-speed color printer, qui a fait des connexions avec le serveur de base de données. D'accord. Et donc, tout ça, ça représente une menace. Un point très important, pardon, parce que la question arrive et elle est intéressante. Imaginons que dans ce cas-là, puisque c'est le cas de M. Berthier, on va dire que le mouvement de données vers box.com, il est normal, il est attendu. Okay, le postulat de l'IA, c'est que comme elle ne connaît pas l'infra, il y a des choses qui éveillent son attention. D'accord. Donc là, par exemple, je transfère vers box.com, mais dans votre contexte, il est légitime parce que c'est un backup, parce que on s'en fout, c'est légitime. Au niveau de l'alerte, vous avez la possibilité, c'est ce que vous montre Alex, c'est de choisir fermer cette alerte parce que cet événement est normal. Et à ce moment-là, l'IA ne va pas approuver les prochains transferts vers box.com. Elle va approuver les prochains transferts de box.com de cette machine dans ce contexte spécifique. D'accord ? Ce qui permettra de ne plus avoir cette alerte, mais de continuer à être alerté si d'aventure il y avait un vol de données via box.com
depuis un autre poste de l'infrastructure. Ok, voilà. Mais sachant, après, là, en fait, effectivement, il y a le contexte global qui est pris en compte. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu cette, je vais y arriver, cette notion de command and control sur les ports du DNS, d'accord, plus l'exfiltration de données, que du coup, le data server de base de données a un niveau de criticité élevé qui est à 74. C'est vraiment le fait d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, cette visu globale sur tout le système d'information qui fait qu'il y a un enchaînement d'activités qui ne sont pas logiques, qui sont suspectes, et donc on met un score de criticité plus élevé pour attirer l'attention justement parce qu'il s'est passé ça, donc DNS tunneling, plus exfiltration de données, et en gros, ça sent pas bon. Mais effectivement, si on considère que la partie envoi de fichiers vers du box.com ou qu'elle est une autre destination, c'est classique. Dans ce cas-là, on traite l'alerte en donnant justement le statut qu'on désire. Donc pour moi, c'est du trafic normal. Et les prochaines fois, on ne sera plus alerté, en tout cas dans ce contexte-là. Si je fais un petit zoom sur la partie liée au tunneling, toujours sur le DNS et au port scan, donc on va voir la même chose. Ici, le major actor, c'est l'imprimante. D'accord, donc on va voir que l'imprimante a fait un scan de différents devices. Si je vais sur l'alerte ici, donc à chaque fois c'est horodaté, donc ça permet aussi de suivre l'enchaînement des actions. D'accord, donc si je fais un zoom ici, je vais voir que j'ai j'ai mon imprimante. Je vais y arriver. Tac. Alors j'ai pas de souris et je suis un peu empoté des doigts. Désolé, mais on va y arriver. Hop là, parfait. Et donc, on voit ici que qu'on a l'imprimante, d'accord, qui a fait du scan de port vers différentes machines sur le réseau. Et encore une fois, c'est l'enchaînement. Donc, j'ai eu du scan de port. Ensuite, j'ai eu du tunneling avec ce serveur. Et ensuite, ce serveur a fait de l'exfiltration de données vers box.com. Donc, ça sent pas bon et c'est un comportement qui est très suspicieux. À Et noter quand ici, même pareil, que pour la ça, c'était pas la représentation d'un nouvel atome qui pourrait servir dans le réacteur Arc de Tony Stark. D'accord, c'est vraiment l'ensemble des communications. Je t'interromps juste une seconde parce qu'il y a une autre question qui éveille un sujet important. L'alerte que Alexandre montre là, c'est une alerte qui est préconfigurée dans le système, alors qu'elle soit smart, basée sur l'IA, ou qu'elle soit policy-based, donc basée sur une stratégie, donc un ensemble de déclencheurs, ce sont des stratégies par défaut. Il y en a plein qui correspondent à énormément de mécanismes de défense, à énormément d'identification de TTP, Techniques, Tactics and Procedures, que vous allez pouvoir retrouver dans le Mitre Attack. Et surtout, vous allez pouvoir en créer des spécifiques. Vous allez pouvoir déterminer quels sont les réseaux qu'on observe et exclure des réseaux qu'on ne voudrait pas observer. Donc, pour répondre à la question de Julien, oui, on peut définir les différents types de données, les différents types de comportements réseau, les différentes destinations, etc., etc., soit en affinant les règles existantes, soit en créant des règles complémentaires, parce que comme nous, on ne fait jamais de box.com, on veut systématiquement être alerté s'il y a du box.com, quel que soit l'usage. C'est important. Pour nous, ce sera plus une alerte liée à du smart, à de l'IA. On fera une stratégie pure et simple, disant, voilà, si on détecte du box.com, on déclenche une alerte et à terme, un jour, une remédiation. Oui, exactement. En fait, les smart alerts, effectivement, c'est ce que l'IA, d'un point de vue contextuel, considère comme étant suspicieux. Alors, comme on l'a vu là sur les smart alerts, on peut dire, OK, tu trouves c'est suspicieux, mais pour moi, dans mon contexte, chez ce client, c'est un comportement normal, donc n'en tiens pas compte pour les prochaines fois. Et après, effectivement, il y a les policiers alertes sur lesquels on va aller maintenant, où là, je ne sais plus, je crois, il y a 70 ou 80 policiers alertes qui sont déjà définis dans la solution parce que c'est lié à des bonnes pratiques de configuration. Dans bonnes pratiques de configuration, du RDP d'une source externe vers de l'interne en direct, c'est pas bien. Donc typiquement ici on a une policier alerte qui va dire automatiquement attention, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc il y en a, je sais plus, à peu près 70 je crois qui sont configurés de base. Mais comme le disait Jérémy, effectivement cette partie policier alerte, on peut l'affiner. C'est-à-dire qu'on peut en créer de nouvelles. Et dans ces nouvelles alertes, on peut être beaucoup plus précis et en gros faire du sur-mesure par rapport à un environnement client. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de base, en fait, la solution va faire un travail. Comme je disais, les policiers alertes de base, c'est
des bonnes pratiques liées à la sécurité réseau. Les smart alerts, ça prend en compte un contexte pour faire de la détection et mettre en avant des comportements suspicieux. Donc, rien qu'en l'activant, déjà, ça donne une visibilité, encore une fois, point clé, de ce qui se passe sur le système d'information. Et après, on peut affiner en fonction du contexte des clients. Parce que l'IA seule n'a pas le contexte et donc n'est pas capable de tout faire non plus. Ça viendra par la suite, mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Si on regarde ici les policiers alertes, et je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe. En gros, pareil, je l'ai dit, policier alerte, c'est vraiment lié à des choses qu'on va paramétrer, d'accord? Il y en a qui sont pré-paramétrés, et qu'on peut affiner. Dans le cas de figure qui nous intéresse ici, je vais aller sur la partie RDP. Qu'on sait, donc ça, c'est en connaissant le contexte, d'accord? Je vois que j'ai pas mal de... Hop là, si je défais un petit peu, en termes de destination sur mes machines, en fait, ici, on a exclu, d'accord, ces deux machines-là, parce que la 10.21 6.10 et la 10.21 6.24 sont des serveurs qui sont, et le client le sait, dans le contexte du client, c'est voulu, exposés à Internet pour permettre à des personnes de prendre la main en RDP sur ces machines-là. Donc, elles sont exclues de ma politique. Donc, malgré tout, ça va apparaître ici. Alors après, hop, on n'est pas les seuls à utiliser ça, mais en gros, quand je fais l'exclusion ici, sur les prochains événements qui vont être liés à ça, elles n'apparaîtront plus, ces machines-là, dans le rapport. D'accord? Donc là, si je les enlève, donc ces deux-là, on va dire que le comportement, les connexions RDP sont considérées comme normales. Par contre, je vois aussi que j'ai des connexions vers cette machine et vers les machines qui sont présentes ci-dessous, alors que ce n'est pas quelque chose qui est voulu. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est se pencher sur la configuration du firewall. Jérémy disait tout à l'heure, première faille de sécurité, quel que soit le firewall, c'est comment est-ce qu'il est mis en œuvre et c'est la configuration qu'il a. Et donc là, typiquement, ça sous-entend que des personnes de l'extérieur ont la possibilité d'accéder à des machines en interne via du RDP. Donc, il va falloir aller corriger la configuration liée à cette partie-là pour plus que ça se produise. Donc, voilà, en gros, sur les deux types d'alertes, ce que je voulais vous montrer. La partie découverte est importante également parce qu'elle permet, alors, d'une part, de cartographier le réseau et surtout de donner des indicateurs à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que toutes les machines qui génèrent du trafic réseau, donc forcément, ça s'appuie sur le réseau, le NDR surveille la partie réseau, donc vont remonter dans la console et on va pouvoir, il va falloir, c'est pas juste pouvoir, il va falloir leur donner un rôle. Donc ici, on voit que ce device-là avait visiblement le rôle d'Active Directory. Sauf qu'il n'y a pas eu de communication depuis un moment sur les ports 135, 389, etc., qui sont des ports classiques pour un serveur Active Directory. Donc la solution propose ici de retirer le rôle serveur Active Directory à cet équipement-là. Donc pareil, c'est en gros soit j'accepte, d'accord, et effectivement on va retirer le rôle, ou alors j'ignore parce que cette machine-là, je ne sais pas pour quelle raison, elle a plus de trafic, enfin, ou je sais justement pour quelle raison il n'y a plus de trafic sur ces ports-là vers cette machine, et je veux qu'elle garde son rôle de serveur Active Directory. Ça, c'est la partie en fait sur laquelle il va falloir vraiment se pencher au début et quand on met en place la solution, parce que ça permet d'avoir cette image, d'accord, précise du système d'information. Et l'autre intérêt en fait de maintenir ça au propre, c'est que derrière, quand on va avoir des rogue devices, enfin, des équipements non désirés qui vont être connectés sur le réseau de l'entreprise, ils vont forcément remonter ici. Et donc, on va être alerté. Alors, en gros, j'ai ma base qui est saine, je sais quels sont mes équipements connectés, ils sont identifiés, etc. Et dès que je vais avoir de nouveaux devices, un utilisateur qui vient de son PC perso, qui le branche parce qu'il a besoin du réseau, par exemple, ou qui connecte en Wi-Fi sur le réseau corp, etc., on va le voir remonter là-dedans. Et du coup, on va pouvoir être informé. Encore une fois, avoir l'information, c'est bien. Et éventuellement y remédier. En plus, ce que je voulais vous montrer, c'est les rapports. Alors, il y a deux types de rapports. Je pense que je vais faire juste celui sur la partie ransomware rapidement. En fait, hop là, si je reviens par ici, on va pouvoir configurer des rapports dans la partie configuration, en fait, plus NDR, et se les faire envoyer à des fréquences, des périodes définies. Ces rapports, en fait, on va dire qu'il y a deux
types de rapports. Il va y avoir les rapports sur la compliance, donc liés à des objectifs ISO 27001, etc. Et il va y avoir des rapports plus liés à l'état global de la cybersécurité. D'accord. Donc, si je me penche sur le rapport de prévention contre les ransomware, qui est ici, donc on peut activer certaines surveillances, on va dire, ou le customiser un petit peu, d'accord. Et le rapport se présente comme suit. Donc, on va avoir une notation, toujours pareil, sur le score de défense qui est associé à l'environnement sur lequel on se trouve. Ça va mettre en avant les différentes menaces réseau qui ont été détectées sur la période donnée. Et surtout, en fait, ça permet de s'assurer qu'on a une cyberhygiène qui est clean, dans le sens où ici, j'ai pas eu de trafic IRC, par exemple, de manière non sécurisée sur les 85 derniers jours. J'ai pas eu de connexion RDP peut-être sur un serveur pendant les 100 derniers jours, etc. Et par contre, dès qu'on va avoir un élément sur lequel on n'est pas clean, d'un point de vue sécu, d'accord, ça va apparaître ici. Donc, hop, ici, par exemple, j'ai eu du trafic sur des ports élevés, d'accord, donc je ne suis plus compliant, la traduction, conforme, pardon. Ouais, c'est ça, conforme avec cet aspect du rapport parce que j'ai un événement en fait qui a eu lieu qui n'aurait pas dû se produire. Et donc derrière, pour remédier, pour être de nouveau conforme, il va falloir entreprendre des actions, peut-être sur le firewall ou autre. Ça, c'est Et donc, typiquement, pardon, je te ouais, interromps encore. non, Ça, c'est typiquement le genre de rapport qui aide à répondre à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il est pertinent de mettre la solution de NDR avec un firewall pas WatchGuard? En fait, ce type de rapport a vocation à répondre oui dans tous les cas. En fait, c'est typiquement le genre de cas où cette solution devient pertinente avec n'importe quel firewall WatchGuard inclus, d'accord? Parce que le moteur de ce type de rapport, c'est que tous les ransomware ont en commun certaines formes de communication, certaines destinations de communication. Alex parlait d'IRC à l'instant, on pourrait avoir plein de choses. Il y a des notions de géolocalisation, des IP russes, nord-coréennes, etc., etc., etc. Si dans le rapport va vous mettre en lumière le fait qu'on voit des communications qui, pas nécessairement, mais peuvent être mises en rapport avec une activité malveillante, typiquement associée à du ransomware, et qui, communément, n'est pas normale en entreprise. Donc l'idée de ce rapport, quelle que soit la marque de firewall, c'est peut-être de faire un petit rappel en disant, attention, au cours des 85 derniers jours, on a vu tel et tel type de communication, elles se sont produites. Si elles se sont produites, c'est qu'elles sont permises par le firewall et que du coup, quelle que soit la marque du firewall, même avec un incroyable UTM de chez WatchGuard, eh ben, c'est que la politique firewall est pas bonne et qu'il faut revenir dessus pour réduire le risque d'exposition à un ransomware. Donc, typiquement, oui, c'est valide pour n'importe quel type de firewall. Oui, complètement. C'est exactement ça. En fait, Pardon. Ça donne la... Vas-y. C'est même carrément le premier cas d'usage. En réalité, le premier utilisateur, à mon sens, à notre sens, allez, je vais parler pour Alexandre, je m'engage. Pour nous, le premier cas d'usage du NDR, c'est peut-être pas immédiatement à destination du client final, mais peut-être immédiatement à destination de n'importe quel mainteneur de firewall pour pouvoir avoir une forme de deuxième contrôle, une vision transversale de la configuration de ces firewalls. Est-ce que l'un d'entre vous peut me jurer sur le syncode du Python que toutes vos confs de firewall sont parfaites? Ne répondez pas, vous savez qu'on va se fâcher. Mais typiquement, c'est ça. Oui, carrément. C'est un bon outil pour avoir ce qu'on disait, de la visibilité un peu sur l'état de la sécu. Et donc, ça, quel que soit le firewall, etc., c'est quelque chose qui ne peut être qu'intéressant. Alors, je vais repasser sur la présentation parce que le temps passe et j'ai quelque chose à vous dire encore. Du coup, comment on fait pour Threat Input NDR? Ce qui est cool, parce qu'on est sympa chez WatchGuard, il y a les périodes d'essai, donc 30 jours renouvelables une fois, comme d'habitude. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à essayer de l'installer. Encore une fois, si vous avez du Firebox qui est rattaché à WatchGuard Cloud, ça se fait en 2 clics. Ça donne au moins un premier niveau de visibilité du trafic nord-sud, ce qui est déjà pas mal. Idéalement, après, on déploie l'agent et puis on récupère, si c'est possible, si on a des équipements compatibles avec du NetFlow au niveau du SI,
on récupère d'autres télémétries qui vont permettre d'enrichir et d'avoir une vision encore plus précise de ce qui se passe. Faire attention, Firebox, il faut être au moins en 12.10.3, parce que dans cette version, il y a des paramètres au niveau de la télémétrie qui étaient remontés dans WatchGuard Cloud qui ont été rajoutés pour que justement ça soit compatible avec l'interprétation que pouvait en faire le NDR. Et donc, ouais, en fait, facultatif, mais c'est pas mal à tester quand même le déploiement de l'agent. À Il noter, faut. excuse-moi, il manque un Vas-y. tout petit point là-dedans. Il manque TS. un élément dans vos configurations. Il faut impérativement que, au niveau de chaque règle de firewall, vous ayez coché la case dans la journalisation qui dit Oui, envoyer les notes évidemment. de rapport pour envoyer les messages pour les rapports. Si vous écoutez ce que Alex et moi on vous dit depuis 60 ans, même avec Pascal Le Digol, normalement vous le faites tous. Ok? Ceux C'est qui ne clair. le font pas, c'est le moment de rattraper ça parce que ces données vont vous manquer. Ouais, carrément. Sur les autres choses à tester, donc les alertes, les rapports, parce que comme on l'a dit et comme on l'a vu, en fait, ça permet d'avoir un état de la situation, en fait, et de voir où il y a alors, des manquements, je le mets entre guillemets, et donc des éléments à aller corriger sur la configuration du boîtier. Et surtout, il faut faire ce travail de classement et d'identification des réseaux et des devices qu'il y avait dans la partie Discover de tout à l'heure, parce que ça permet encore une fois de préciser, de donner de la matière et du contexte à l'IA pour que derrière elle puisse faire ses analyses et que ce soit encore plus pertinent dans les résultats que ça va donner. Attention, bah, on en a parlé, je vais passer ça rapidement, mais effectivement, avec Jérémy, pour en avoir discuté plusieurs fois, OK, c'est un produit à destination des clients. Normalement, le NDR, c'est quelque chose qui est plus capé grand compte parce que c'est complexe à mettre en place, parce qu'il faut des sondes, déployer des sondes sur site, etc., que les sondes coûtent la peau, coûtent très cher. Donc, c'est pas quelque chose qui est à destination forcément de la TPE-PME qui est le cœur de cible de WatchGuard, mais avec notre solution, de par la facilité d'installation, full cloud, il y a l'IA qui fait une grosse partie du travail de tri. C'est quelque chose qu'on peut déployer, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit sa complexité. Mais surtout, effectivement, c'est quelque chose qui, même pour les partenaires WatchGuard, a vraiment du sens parce que ça permet de s'assurer en gros que ce qu'on met en place chez les clients, que ce que vous mettez en place chez les clients est correctement configuré et qu'il n'y a pas des petits trous dans la raquette qu'on peut forcément, à côté desquels, pardon, on peut facilement passer à côté quand on n'a pas une solution qui va venir faire cette surveillance en plus par rapport à ça. Le NDR versus la compétition, je l'ai dit sur la slide d'avant, je me suis un peu auto-spoilé, mais on va dire que ce qui se passe, c'est que les autres solutions, du Darktrace et autres, les sondes coûtent très cher, c'est complexe à mettre en place, il faut une sonde par site qu'on va vouloir protéger. Là, le fait que notre solution soit cloud, qui est une IA, j'allais dire intelligente, mais efficace, qui tourne et qui fasse l'analyse des logs, ça permet de réduire vraiment le temps qu'on va passer dessus. Ça se configure en quelques clics et puis après, une fois en gros qu'on a cette photo globale, comme je disais, que les réseaux sont définis, que les devices sont identifiés, etc. Après, la solution fait son travail et va remonter que les informations pertinentes. Donc, d'un point de vue coût en temps d'exploitation de la solution, pareil, c'est quelque chose qui va être relativement peu cher, on va dire. Donc, tous les modèles FlexPay sont supportés pour le NDR. La partie NDR est dispo, la partie compliance reporting est dispo également, donc tout ce qui est ISO 27001, DORA, etc. La partie SaaS, DR, oh là, il y a écrit novembre 2024, oh là, je ne l'ai pas enlevé. Mais si, Donc fin 2024. Pour l'instant, c'est 21 novembre 2024, la release officielle. Ouais. Normalement. Croisons les doigts. Espérons Ouais. que voilà. Mais normalement, enfin, oui, tout ça, c'est. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas, comment dire, c'est lié au rachat d'une technologie, donc c'est pas des choses qui sont en cours de développement. La technologie existe déjà, fonctionne déjà. En fait, c'est le temps d'intégrer tout ça dans WatchGuard Cloud qui fait qu'il faut que ça sorte petit à petit. Donc, bon, a priori, il ne devrait pas y avoir de débordement sur ces délais-là.
Et puis sinon, vous m'enverrez un mail et puis vous direz que j'ai pas été sympa parce que je vous ai dit des dates trop précises. Bon, bref, on verra à la fin de l'année. D'un point de vue licence, donc, aussi bien pour Threading plus NDR, le Compliance Reporting ou le SaaS, on va fonctionner et s'appuyer sur une licence par utilisateur par mois. Alors, qu'est-ce qu'un utilisateur? Ça va être un petit point important. Donc, un utilisateur, ça va être un employé, un membre du personnel, une personne ou un service automatisé qui va utiliser le réseau. On estime pour la partie Threading plus NDR qu'un utilisateur sous licence, ça correspond à 2 endpoints ou 2 devices, donc 2 IP, on va pouvoir dire. Si jamais il y a des besoins supplémentaires parce que dans l'environnement du client, vous avez des objets connectés, etc., eh ben, il faut souscrire à plus d'utilisateurs que le nombre d'utilisateurs humains, on va dire, qui sont dans la société. Pour la partie Threading plus SaaS DR qui arrivera à la fin de l'année, en gros, c'est un utilisateur, ça correspondra à une licence cloud. Donc, un utilisateur Office 365 égale une licence Threading plus SaaS DR. Ou alors, un utilisateur Google Workspace, c'est une licence également. D'accord. Donc, voilà pour le fonctionnement. Et j'ai fait le tour. 11h02, parfait. Le timing est presque correctement maintenu. Pas tout à fait. Alors, j'ai répondu à toutes les questions. Il faudrait qu'on revienne sur la partie déploiement. Il y a eu pas mal de questions. Ouais. D'abord, si vous voulez poker la solution, appelez-nous, contactez Alexandre sur son mail, contactez-moi, même si je suis moins sympa, se-france@watchguard.com, contactez-nous, on vous aidera sur le POC, on vous accompagnera, c'est important. Deuxième chose, pour le premier cas de figure courant, celui qui devrait être le plus fréquent, un WatchGuard et des communications nord-sud, vous n'avez rien à installer, il n'y a pas d'agent à déployer. Le firewall est au moins en 12.10.3. Il a les bonnes cases cochées dans les règles de firewall parce que vous faites très bien le travail. Alex et moi sommes très fiers de vous. Et auquel cas, le simple fait que le boîtier soit connecté à WatchGuard Cloud, vous mettez les licences et automatiquement les données vont commencer à être traitées. Et globalement, le temps de déploiement, c'est le temps de déploiement des licences et puis une vingtaine de minutes étalées sur une semaine pour valider les rôles serveurs et approuver, entre guillemets, les usages de réseau. Okay, donc, le temps de déploiement de la solution en mode de base pour un firewall, c'est en gros 20 minutes. Il n'y a rien à faire et pas d'agent à déployer. Si votre problématique, c'est ça, mais avec un firewall qui n'est pas WatchGuard, d'abord, la honte soit sur vous, il vous faudra alors un agent qui va permettre de collecter le S-Flow ou le NetFlow que votre firewall ou votre switch, c'est la même chose, va envoyer à l'agent. L'agent peut être installé sur n'importe quelle machine Windows dès lors que c'est au-dessus de Windows XP SP3. D'accord? Donc, c'est pas très méchant. Et vous n'aurez pas d'agent à déployer si vous avez déjà la chance, l'honneur d'utiliser un EDR de WatchGuard, puisque l'agent qu'on va utiliser, c'est l'agent de communication de l'EDR de WatchGuard. Donc, si vous avez déjà de l'EDR chez le client, vous allez pouvoir sélectionner une machine Windows et démarrer le démarrage du truc. Je viens de vous dire une bêtise, c'est pas au-dessus de XP SP3, c'est à partir de Windows 10 et Windows 11. C'est 10, ouais. Et équivalent serveur, puisque aujourd'hui, l'agent va utiliser le sous-système Linux de Windows pour démarrer une petite chose sous Linux sur la machine qui va le faire. La roadmap de ça, elle est simple. Très prochainement, il y aura un agent dédié Linux pour un certain nombre de comptes liés à l'industrie, puis un agent dédié Windows, strictement Windows, sans ce sous-système Linux, qui permettra de faire des choses plus simples, plus faciles et sur plus d'OS. La dernière étape de cette roadmap-là, c'est une petite VM prépackagée comme on le fait pour Dimension. Tout le monde connaît Dimension. Et du coup, ça permettra de démarrer un petit collecteur très rapidement en 3 clics sur un hyperviseur Hyper-V, VMware ou KVM probablement. Cet agent, c'est celui que vous allez utiliser pour collecter les logs des switches pour de la protection Est-Ouest et c'est celui que vous allez utiliser pour des firewalls non WatchGuard. Voilà. Dans tous les cas, une fois cet agent déployé, la seule activité nécessaire, c'est vérifier que l'IA a bien identifié les serveurs et les postes et donc défini des rôles réseau avec les communications qui vont avec et approuver les réseaux à protéger. Fin de l'histoire. Donc, vous avez un temps de déploiement qui, quoi qu'il arrive, est excessivement court. Normalement, avec ça, j'ai dû couvrir tout le scope de l'installation et en vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Date de sortie de l'OpenNDR, c'est de l'OpenNDR et c'est sorti au mois de juin. C'était le 28 juin de cette année. Si c'est ça.
En fait, comment dire, la partie Open NDR, elle est liée à ce que vient de dire Jérémy, c'est l'installation de l'agent. On va dire, quand on est dans l'environnement WatchGuard, il y a besoin de rien installer en plus. À partir du moment où on a le firewall en 12.10.3, etc., avec les logs cochés, blablabla. Mais pour tous les autres équipements, effectivement, il va falloir leur indiquer, en gros, tu pousses tes logs NetFlow, SFlow vers l'agent, et l'agent fait la remontée vers le cloud. Et donc ça, c'est dispo effectivement depuis le mois de juin. Et sachant que, comme on l'a précisé dans les slides, à partir de la fin d'année, on aura le R, effectivement, la rémédiation qui sera possible. Donc n'oubliez pas se-france@watchguard.com ou alors nos adresses email directes. Normalement, la plupart d'entre vous les connaissez. Donc n'hésitez pas à nous contacter, restez pas seul face à la chose. Faites pas comme Monsieur Berthier qui s'amuse tout seul et qui trouve pas le bouton de validation. C'est l'âge, Yvan, c'est l'âge. On sera là pour vous accompagner sur l'époque, etc. Et puis voilà, tout est dit, enfin. Ouais. Et donc, n'hésitez surtout pas, si vous voulez le tester déjà, encore une fois, vous avez un Firebox rattaché au cloud, etc. Ça ne vous coûtera pas très cher en temps si vous activez une licence d'essai. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça permet de voir comment ça se comporte dans votre environnement. Donc, ça, c'est ce qui sera le plus parlant, quoi qu'il arrive. Mieux qu'une démo, qu'un truc sur un lab ou quoi. C'est vrai que le faire tourner dans un environnement live, ça sera plus pertinent. S'il n'y a pas d'autres questions, carton rouge, eh bien, on va vous laisser alors. Le mot de la fin, Jérémy. Le mot de la fin, alors Camoulox, non, mot de la fin, prenez soin de vous. Toute question, contactez-nous. Licence NFR, oui. Licence d'essai comme d'habitude dans WatchGuard Cloud. Donc oui, allez-y. NFR pour les partenaires, version Deval pour vos clients. Essayez-le partout. Si vous avez un doute sur votre firewall, appelez-nous et de toute façon, on vous aidera comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, Alex plus que moi. Ouais, c'est clair. Oh non, je sais pas, ça dépend. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis, courage. Dans un mois, c'est les vacances de la Toussaint. Allez. Allez, à bientôt. À bientôt tout le monde.